Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un nouvel update lecture. J'attendais ce moment avec impatience puisque j'ai lu énormément, j'ai lu une vingtaine de livres en tout et j'ai des gros coups de cœur à vous présenter, d'excellentes lectures, mais aussi j'ai abandonné un livre dont j'ai envie de vous parler. Donc j'espère que vous êtes prêts puisque en tout on va avoir une vingtaine de livres et il est temps pour moi de vous dévoiler ces lectures. La dernière fois qu'on s'était retrouvés pour un update lecture, c'était dans ma vidéo 7 jours 7 livres. C'était un vlog lecture qui date d'il y a à peu près un mois. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire en commentaire, vous, quelles ont été vos dernières lectures et votre avis. Comme ça pourra peut-être me donner des idées pour mes prochaines lectures. Et avant de commencer, attrapez un petit encas à grignoter puisqu'on y va, c'est parti. Et on commence tout de suite avec une saga d'urban fantasy qui nous parle de mythologie avec des dieux et des sorcières. Il s'agit donc de Witch and God, écrit par Liv Stone aux éditions BMR. Et je dois vous dire que j'ai plutôt bien aimé puisque j'ai dévoré le tome 1, puis le tome 2 et enfin le tome 3. Si je devais vous décrire ça rapidement, c'est vraiment une romance paranormale qui est plutôt légère, rafraîchissante, très divertissante avec pas mal d'humour. Et aussi, il faut dire que le mélange de mythologie et de sorcellerie est vraiment un super mélange, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé et dans les premiers chapitres, on a une petite atmosphère très cosy, un petit peu automnale, magique, que j'ai beaucoup aimé. Le point fort de ce livre pour moi, c'est Ella qui se trouve donc dans le premier tome de cette saga puisque on est dans une narration interne, donc on va vraiment suivre son mode de pensée et c'est une jeune fille simple mais qui veut vraiment aider sa famille. Sauf que Ella, c'est une sorcière sans don qui va donc à l'université et qui mène une vie plutôt normale. On nous explique dès le début qu'il va y avoir un mariage entre un dieu et une sorcière pour sceller la paix entre ces deux peuples qui sont en guerre depuis des années. Sauf que ce mariage en question aura lieu avec le dieu de la terreur qui est Deimos, fils de Zeus, et qui incarne la peur, qui fait froid dans le dos, qui est arrogant et à la fois terrifiant. Et lorsque les dieux et les sorcières vont se rencontrer, contre toute attente, Deimos va jeter son dévolu sur Ella, qui est donc la sorcière sans don de la communauté des sorcières. Et dès que je suis arrivée au dénouement final, dans ma tête, c'était comme un feu d'artifice. Ça partait vraiment dans tous les sens et tout devenait absolument génial. J'ai adoré ce premier tome. J'ai nettement préféré le premier tome à la suite, mais ça reste de très bonnes lectures pour moi qui peuvent paraître pour certains d'entre vous, et je le conçois totalement, assez cliché, mais si vous avez envie d'un divertissement, de quelque chose de léger qui vous fasse sourire et vous fasse passer le temps et qui se lit très vite, et ben cette saga peut être très sympa. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une dystopie qui nous parle de survie et de télé-réalité, qui est donc Hunger Games, écrit par Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Je peux d'ores et déjà vous le dire, on est vraiment sur une masterclass. Je m'attendais à aimer puisque j'ai beaucoup aimé les films et je connaissais l'histoire, mais je ne savais pas que la plume de Suzanne Collins était aussi belle et vraiment poignante. Ce que j'aime beaucoup dans Hunger Games, c'est qu'on est sur de la survie, un jeu télévisé dans lequel il y a 12 jeunes garçons et 12 jeunes filles qui sont tirés au sort pour participer à une tuerie dans une arène qui est donc projetée à l'écran et qui vise en quelque sorte à maintenir le peuple dans la terreur. J'ai été bluffée dans le sens où la plume est percutante, on ressent vraiment la détresse des personnes qui vivent dans les districts et qui subissent le Capitole, donc les personnes qui vivent dans la richesse et qui profitent du système de la classe ouvrière. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que le rythme de l'écriture est vraiment haletant. On a aussi toute cette cruauté qui révèle de nombreuses facettes de notre société et j'ai trouvé ça passionnant. Un autre élément que j'ai énormément aimé dans cette histoire, c'est que je trouve que le contexte politique et dystopique est vraiment bien développé par l'autrice. C'est très appréciable d'avoir un univers complexe. J'ai ressenti énormément d'adrénaline en lisant ce livre et je me suis faite la réflexion que ce livre qui date un peu, on ressent que c'est une autre époque puisqu'il y a une dureté dans les faits qui nous sont racontés, qui sont parfois un petit peu plus lisses aujourd'hui dans l'écriture, je trouve.
Enfin bref, si vous hésitiez, n'hésitez plus. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver en plein cœur de l'arène. C'est hyper bien écrit. C'est juste un coup de cœur. Le prochain livre dont j'ai hyper envie de vous parler, c'est un roman de dark fantasy qui se déroule dans un univers médiéval et qui nous parle de monstres, puisque j'ai lu le second tome du Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski aux éditions Brajlon. Au début, j'ai un petit peu bugué quand j'ai vu qu'on passait du coq à l'âne, je me demandais un petit peu ce qui se passait. Ensuite, je me suis renseignée et j'ai compris que c'était donc les nouvelles. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus apprécié le tome 2 puisque je savais où je mettais les pieds et j'ai vraiment hâte de commencer le tome 3 pour rentrer vraiment dans l'aventure. On y suit donc Geralt qui est un mutant puisqu'il a subi des expérimentations scientifiques pour devenir ce que l'on appelle un sorceleur qui fait de lui un puissant guerrier avec des pouvoirs. On a aussi un humour très médiéval qui est très bien exploité dans ce récit avec surtout Jaskier qui va être l'acolyte de Geralt et ce qui est hyper drôle c'est qu'ils sont tous les deux extrêmement différents. La deuxième chose que j'aime beaucoup dans cet univers c'est qu'on y rencontre énormément de créatures et j'ai une véritable passion pour la mythologie et les créatures fantastiques et je dois dire qu'elles sont très nombreuses et très bien développées. On passe maintenant à la suite avec un manga qui a été une très belle découverte puisque c'est hyper touchant. Ça parle d'amitié mais aussi de drame et on va voyager dans le temps. Il s'agit donc de Orange qui est donc écrit par Ichigo Takano et c'est aux éditions Akata. Si je vous dis qu'on va voyager dans le temps, c'est parce qu'on va y suivre un groupe d'adolescents et en particulier Nao qui est une lycéenne qui va recevoir une lettre du futur. Ces lettres, elles vont contenir des informations qui vont permettre peut-être à Nao de ne pas commettre les mêmes choix puisque on sent qu'il va y avoir un drame qui va vite arriver et s'installer dans l'histoire. Il s'agit donc d'une série en 6 tomes qui est un shoujo incontournable, plutôt tendre et mélancolique avec une intrigue très fantastique. Et je trouve les couvertures vraiment très mignonnes. On voit aussi l'amitié entre les personnages qui est un point fort de l'histoire. Et l'histoire a quelque chose de très touchant. En fait, c'est difficile d'en sortir. Pour le moment, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc il m'en reste 3 à découvrir et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Dernièrement, j'ai lu une romantasy que j'ai beaucoup aimée avec de la magie, des elfes et un mariage arrangé. Il s'agit donc de Un pacte avec le roi elfe qui est écrit par Elise Kova aux éditions Big Bang. On est plongé dans un univers où les elfes viennent souvent pour 2 raisons, voir le peuple des humains, soit pour la guerre, soit pour les épouses. Puisque il y a 1000 ans, c'était la guerre entre ces 2 peuples. Et il y a eu un traité de paix qui a été signé qui stipule que tous les 100 ans, une femme humaine doit être offerte au peuple des elfes. Et je vous ai même pas montré, donc on a un très beau jaspage avec un loup juste ici. Et à l'intérieur, on a vraiment de belles illustrations. Et ce couple, je l'ai beaucoup aimé puisque on a d'un côté le côté un petit peu féerique, très naturel et joyeux du personnage féminin et le côté très froid du personnage masculin. Et donc à l'intérieur, on a aussi de très belles illustrations. Si j'arrive à les retrouver, donc on a celle-ci et on en a une autre qui est juste là. Et c'était très sympa d'avoir ces petites illustrations glissées à l'intérieur dans cette édition collector. Le point fort de cette histoire aussi, je trouve que c'est l'univers qui est justement féerique et magique. On y rencontre des créatures dont une que j'ai vraiment adorée et à laquelle je me suis beaucoup attachée. Et on a tout ce système politique avec cette barrière qui sépare les elfes des humains. On a vraiment des artefacts magiques que j'ai trouvé très intéressants, mais ça reste plutôt cosy, c'est pas quelque chose de très dur dans l'écriture, on va pas y vivre des choses cauchemardesques, justement j'ai trouvé que c'était plutôt cosy comme fantasy. Alors certes, c'est pas un roman qui va révolutionner le genre de la romantasy, mais par contre, si vous voulez passer un très bon moment, doux et chaleureux, et avec pas forcément une intrigue à couper le souffle, mais juste des personnages, un univers très agréable, vous pouvez toujours essayer. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et je suis hyper contente d'avoir enfin clôturé une trilogie de fantasy young adult qui se déroule dans le Grishaverse puisque j'ai terminé la trilogie de Leigh Bardugo qui est Grisha aux éditions Milan.
C'est une saga dont je vous ai très souvent parlé puisque à chaque fois le hasard faisait que quand je faisais un vlog ou une autre vidéo, j'étais toujours en train de lire un de ces tomes, donc je vous en ai souvent parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet puisqu'à chaque fois je vous en parle. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, on y suit donc Alina Starkov qui s'avère être une invocatrice de lumière dans un monde qui est plongé dans les ténèbres. C'est une saga dans laquelle on parle d'apprentissage magique, de pouvoir, d'aventure et de système politique. Un autre point fort pour moi dans cette histoire, c'est le Darkling, qui est donc le personnage qui représente le mal dans cette histoire. C'est le grand méchant, on va dire. Et en fait, c'est mon personnage préféré de toute la saga. Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'en apprendre plus sur ce personnage. Alors je sais qu'il y a un livre graphique qui est sorti et qui apparemment parle de l'histoire de ce personnage. Si je devais finalement vous résumer mon ressenti par rapport à cette trilogie, je vous dirais que le premier tome, ça a été une excellente lecture, j'ai vraiment adoré. Le second tome, ça a été un coup de cœur, j'ai encore plus aimé que le premier. Par contre, le troisième, c'est le seul qui m'a un petit peu moins plu puisqu'il y a une part politique qui est beaucoup plus importante. C'est pas forcément quelque chose qui me dérange en règle générale, mais là je trouvais que le reste était un peu délaissé, notamment le personnage de Alina. Mais rien que pour les 2 premiers tomes, je vous conseille vraiment beaucoup cette trilogie, c'est très addictif. Leigh Bardugo, elle a vraiment un talent pour raconter les histoires, pour nous donner envie de connaître la suite. Et au final, j'aimerais avoir votre avis sur le 3e tome si jamais vous l'avez lu, savoir ce que vous avez ressenti vis-à-vis de cette conclusion. Et voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ça. Maintenant, il faut que je vous parle d'un coup de cœur. Il s'agit donc d'un roman de dystopie qui parle encore une fois de survie dans un monde post-apocalyptique. Et il s'agit de « Et le désert disparaîtra » qui est écrit par Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. C'est donc un roman qui est issu de la littérature française et qui se présente un peu sous forme de fable écologique. Et pour moi, ça a été extrêmement impactant. C'est un livre qui m'a bouleversée et qui m'a changée intérieurement. Alors ça s'éloigne un petit peu de ce que je lis habituellement puisque on est plutôt là sur vraiment de la littérature qui va aborder des sujets actuels finalement, mais de manière dystopique en nous dévoilant un monde qui pourrait être notre futur, un monde qui est dévoré donc par le sable et où la vie est en train de s'éteindre petit à petit. La tribu que l'on découvre vit et survit surtout en vendant le bois des arbres, sauf que les arbres se font extrêmement rares dû au contexte post-apocalyptique. Et donc on va découvrir cette jeune fille, Sama, qui rêve en fait de partir à l'aventure et surtout de faire partie de ces tribus de chasseurs qui vont récolter le bois. Mais si vous voulez, c'est un petit peu inconscient de sa part parce qu'elle n'est pas préparée à ce périple puisqu'elle va suivre les hommes qui vont partir en quête de bois et elle va se perdre. Pendant le périple de Sama, elle va donc, comme je vous le disais, se perdre et il va lui arriver quelque chose. Il va se passer un élément vraiment important dans l'histoire qui est l'élément central, donc je ne vais pas vous en parler. Mais mon ressenti par rapport à ce qui se passe, c'est que Sama, elle entretient un lien très puissant avec ce qui l'entoure et ça en devient presque magique alors qu'en fait, c'est juste un être humain face à la nature et la manière dont c'est écrit, ça devient magique. Après toutes ces émotions, passons à la suite puisque j'ai lu un roman illustré. Un roman qui est illustré par le célèbre Benjamin Lacombe qui nous fait toujours des pépites. Et là, cette fois-ci, j'ai lu Bambi qui à la base est écrit par Félix Salten et qui est publié aux éditions Albin Michel. Comment vous décrire cette œuvre absolument sublime qui est une hymne à la nature, qui va nous parler d'animaux, de dangers. C'est un récit initiatique et poétique. Déjà, l'aspect du livre est très particulier puisque en fait Benjamin Lacombe, il a voulu, je pense, nous faire ressentir cette immersion au cœur de la forêt puisque là on a du découpage en forme de feuillage. Et alors les illustrations, est-ce que j'ai besoin de commenter? Absolument pas. C'est vraiment sublime tout au long de l'histoire. C'est un très beau livre, mais comme toutes les œuvres qui sont illustrées par Benjamin Lacombe, c'est toujours magnifique.
Donc je vous conseille vraiment cette histoire. En plus, ça vous permet de découvrir un classique de la littérature. On se trouve ici dans un récit d'anthropomorphisme puisque les animaux vont parler, mais on a ce côté très naturalisme avec la beauté et l'émerveillement face à la nature. Et ce qui m'a bluffé dans cette histoire, c'est que moi je m'étais un petit peu faite à l'idée que Bambi c'était tragique, triste, etc. Mais c'est bien plus que ça, c'est un récit qui dévoile énormément de choses sur les sociétés et ça rend ce récit passionnant. J'avais entendu dire que cette œuvre, c'est un petit peu le miroir de la cruauté de l'humanité et c'est complètement vrai et c'est ce qu'a réussi à nous faire ressentir Benjamin Lacombe à travers ses illustrations puisqu'on a ce côté sombre et ce côté un peu angoissant qui peut venir de tous les côtés comme si le danger était omniprésent et vraiment ça c'est superbement illustré. À l'intérieur, on a aussi des pages qui se déplient pour nous faire ressentir vraiment cette immersion. Et rien que le bruit des pages, tout est très sensoriel dans ce livre. C'est magnifique. Les illustrations sont sombres et à la fois magiques. J'ai vraiment eu cette sensation d'avoir grandi en même temps que ce petit fan, donc qui est Bambi. Et vraiment, j'ai eu cette sensation de m'identifier à lui, très étrange d'ailleurs, et de me sentir grandi à la fin. Je pense que c'est grâce à la plume de l'auteur qui est excellente. Et aussi, il y a une ambiance très pesante dans ce livre qui nous renvoie à nos propres épreuves dans la vie, qui nous fait ressentir un petit peu ce sentiment des fois d'étouffement face à l'existence. Et vraiment, on suit de l'enfance jusqu'à la fin Bambi, ce petit fan qui reflète complètement tout ce qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Donc voilà, si jamais vous voulez vous perdre au cœur de la forêt, lisez cette histoire parce qu'elle est merveilleuse. Ensuite, j'ai lu une réécriture de conte young adulte qui est inspirée de La Belle et la Bête et qui va nous parler donc de malédiction et de magie, mais aussi de handicap. Il s'agit donc de Un sort si noir et éternel qui est écrit par Brigid Kemmerer aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on y suit donc la jeune Harper qui a 17 ans et qui va du jour au lendemain être propulsée dans un monde magique avec un château, un orchestre magique, une cuisine enchantée, plein de petits éléments très agréables qui nous rappellent La Belle et la Bête. On se retrouve dans un univers qui est coincé dans un automne éternel avec un prince qui est reine et qui veut débarrasser son royaume d'une créature sanguinaire. Pourtant, ça partait plutôt bien puisque Harper est atteinte d'un handicap et ça apporte toujours une sorte de plus à l'histoire puisque on a un personnage qui sort du lot, qui n'est pas le personnage féminin habituel qu'on voit dans énormément de fantasy. Donc c'est plutôt un point positif, ça peut apporter un élément intéressant à l'histoire et de la représentation. Sauf que j'ai pas du tout adhéré à ce personnage. Ce qui m'a dérangée finalement, je pense que c'est la prévisibilité de l'héroïne, puisqu'en fait, elle est très tranchée. Je sais pas comment vous dire, elle n'a pas d'ambiguïté, elle est toujours très très parfaite. Elle a jamais en fait de réaction maladroite ou de réaction humaine en fait. Enfin, elle est humaine dans le sens où elle fait des choix toujours très très corrects, des choix toujours bienveillants. Je sais pas si je m'explique bien par rapport à ce ressenti, mais par exemple dans d'autres romantici, comme ACOTAR ou comme beaucoup d'autres, on a une héroïne qui fait des choix plutôt positifs, qui est un personnage plutôt bienveillant, mais qui peut avoir certaines failles, qui peut avoir certaines faiblesses, qui peut avoir certaines fragilités, qui la rend d'autant plus humaine et crédible. Et là en fait, alors je suis peut-être passée complètement à côté, vous allez me dire ça en commentaire, mais le personnage de Harper, j'ai trouvé qu'elle était tout le temps lisse, tout le temps linéaire et qu'elle ne me surprenait jamais. Et finalement, je serais très curieuse de lire la suite et de laisser une deuxième chance à cette saga parce que je sais que vous êtes nombreux à l'adorer et c'est une saga qui cartonne plutôt en ce moment. L'écriture est plutôt bonne, l'univers est plutôt bien maîtrisé. Moi vraiment ce que je lui reproche c'est le personnage féminin trop prévisible et un petit peu le manque d'originalité aussi à l'histoire, mais je serais très curieuse de lire la suite. On passe maintenant à un roman qui va nous parler de harcèlement scolaire dans un contexte assez fantastique et il s'agit du Château solitaire dans le miroir qui est écrit par Tsujimura Mizuki aux éditions Milan.
C'est un roman qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition et que j'ai beaucoup apprécié, qui va donc nous parler, comme je vous le disais, de harcèlement scolaire à travers le regard de Kokoro, qui est une jeune fille qui subit ces maltraitances et qui un jour va voir dans sa chambre son miroir scintiller et en l'effleurant, elle va pouvoir le traverser, ce qui va l'amener dans un monde fantastique. Alors je tiens quand même à vous prévenir pour que vous ne vous mépreniez pas par rapport à cette histoire. On n'est pas du tout sur un roman vraiment où le fantastique est central. C'est très secondaire puisque à part le fait que Kokoro traverse ce miroir et arrive dans ce monde de contes de fées, l'histoire centrale n'est vraiment pas basée sur des faits fantastiques. Puisque le sujet principal dans cette histoire, ça reste la phobie scolaire et la déscolarisation et surtout la souffrance de ce personnage. Ce que j'ai préféré dans ce roman, c'est toute cette aura mystérieuse qui plane au-dessus de ce roman, puisque on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. On sent qu'on va avoir une sorte de révélation et c'est justement le cas puisque la fin m'a beaucoup plu. Finalement, je dirais que le point fort de cette histoire, c'est vraiment le côté psychologique qui est très bien abordé dans cette histoire. Et pour moi, le côté négatif, c'est le rythme du livre. Je trouve que le rythme est très bien au début et à la fin, et il y a une cassure au milieu du roman, et c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Et pour moi, sincèrement, en tant que fan d'histoires fantastiques, mystérieuses, etc., c'est vraiment la fin qui m'a le plus plu dans cette histoire, puisque on a une fin qui fait vraiment appel à tout le folklore japonais et qui est un petit peu angoissante et qui vraiment répond à ce besoin de fantastique qui manque au centre de l'histoire. Enfin bref, si jamais vous cherchez une histoire qui parle de harcèlement scolaire dans un contexte fantastique, foncez avec ce roman tout en gardant à l'esprit qu'il y a un rythme assez inhabituel. Et dernièrement, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le livre qui a révolutionné le monde du vampire, c'est-à-dire Twilight. Donc il s'agit du premier tome qui est Fascination, écrit par Stéphanie Meyer aux éditions Hachette. Je me suis lancée dans cette saga parce que c'est vraiment un incontournable en la matière et j'avais envie de me replonger dans ces forêts brumeuses peuplées de loups-garous et de vampires. C'est avant tout une histoire d'amour éternel qui est plutôt bien écrite et assez addictive. Je pense que vous connaissez toutes et tous l'histoire donc de Bella qui va quitter l'Arizona pour se rendre dans sa ville natale peuplée d'une mythologie foisonnante où elle va y rencontrer des créatures de la nuit. En tout cas, ça a été un pur plaisir de retourner dans cette atmosphère de lycée avec cette forêt mystérieuse qui est pleine de dangers. Donc vraiment, je ne regrette pas de m'être lancée dans cette saga et j'ai hâte de lire la suite. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert une bande dessinée jeunesse qui est devenue une de mes bandes dessinées préférées et il s'agit donc des Carnets de Cerises qui est réalisé par Chamblin et Néré et qui est aux éditions Métamorphose. C'est une bande dessinée qui est vraiment propice à la rêverie et on a toujours plein d'enquêtes, de mystères et c'est une jeune fille qui est vraiment passionnante à suivre. Et cette jeune fille, elle aime justement résoudre des enquêtes pour justement alimenter ses histoires puisque son rêve, c'est de devenir romancière. C'est vraiment très beau et donc comme vous pouvez le voir, il y a des passages comme vraiment si c'était un journal intime et c'est super mignon. Voilà pour cette bande dessinée et qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait d'autres tomes qui sortent. Alors je me suis pas renseignée sur le sujet mais si jamais ça pouvait continuer, je serais la première à me les procurer. Et on enchaîne du coup avec un classique de la romantécie puisque j'ai lu la suite de Akotar avec le tome 2 qui est donc Un palais de colère et de brume, donc toujours écrit par Sarah Dimas aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai adoré vraiment ce tome 2, mais comme je ne veux pas du tout vous spoiler cette histoire, on va repartir sur le tome 1, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des créatures féeriques à la fois cruelles, merveilleuses, magnifiques et dangereuses, et on va être dans un monde peuplé de féeries, de créatures, de complots politiques avec de la romance. On y suit, nous, une jeune femme qui va tuer un être féerique, ce qui va la mettre dans une situation très délicate
puisqu'elle va se faire emmener dans la cour de Prytsian, qui est une cour peuplée donc de faées, et elle va s'y retrouver en quelque sorte séquestrée dans un palais somptueux qui rappelle un peu le scénario de La Belle et la Bête. Je trouve que pour de la romantasy, c'est vraiment un univers génial dans le sens où on a un univers politique développé, des personnages assez complexes, un bestiaire fantastique intéressant. Il faut savoir aussi que la plume de Sarah J. Maas est très légère mais aussi lumineuse et poétique. C'est très féerique. On a aussi des scènes un peu spicy, donc c'est pas du tout un récit qui est destiné à la jeunesse. Et pour moi, le point fort de ce tome 2, sans vous en dévoiler, mais juste vous donner mon ressenti, c'est je trouve que parfois on a cette angoisse quand on est face aux créatures développées par Sarah J. Maas. Je trouve qu'elle a réussi à créer une atmosphère vraiment propice aux cauchemars, aux créatures affreuses et que parfois on a peur avec le personnage. Si je devais trouver un défaut à ACOTAR, c'est qu'il y a peut-être, je dois l'avouer, même si ça me fait mal de le dire, qu'il y a parfois des petites facilités scénaristiques, ce qui peut, je pense, refroidir les publics aguerris de fantasy, vraiment d'heroic fantasy, de fantasy médiévale, etc. Ça reste une littérature plutôt légère, mais assez bien travaillée quand même pour le coup. Et j'ai super hâte de continuer la suite parce que là actuellement je suis en train de lire le tome 3 et je vous jure pour le moment c'est trop bien. On passe maintenant à une petite déception. C'était pas non plus horrible, mais c'était juste pas fou. J'ai pas vraiment passé un moment extraordinaire, mais j'ai envie de vous en parler parce que j'ai senti un énorme potentiel dans la plume de cette autrice. Il s'agit donc des Oubliés d'Astrelune, qui est donc écrit par Laure d'Argelos et c'est aux éditions Explora. Dans ce livre, on a deux univers qui s'entremêlent et j'ai adoré chacun de ces univers, sauf que mis ensemble, combinés, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas du tout. On a dans un premier temps le monde de Astrelune qui est donc cet univers très steampunk avec des dirigeables, des appareils qui permettent de contrôler la météo et on y suit Holly qui va enquêter sur des mystères et qui travaille dans un musée. Moi tous ces éléments j'ai vraiment adoré. Les points forts de ce roman je dirais que c'est le côté énigmatique et surtout la plume de l'autrice qui est incroyable et le côté qui m'a paru un peu négatif je dois avouer. C'est ces univers qui pour moi ne s'emboîtent pas ensemble et qui ont provoqué un problème de rythme. Donc si vous voulez découvrir l'autrice, je vous conseille de vous lancer plutôt avec ce roman, puisque j'arrive pas à me rappeler du titre, donc je vous l'afficherai. Peut-être pas celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, moi je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Le moment est venu de vous parler d'un sujet très douloureux pour moi. La roue du temps de Robert Jordan aux éditions Brajlon. On est donc sur une saga culte de la fantasy médiévale qui est considérée comme un incontournable et plutôt comme un classique. Et moi, je vous avoue que ce qui m'a eu à l'usure, c'est le rythme de ce récit. C'est donc de l'heroic fantasy qui va nous parler donc de magie, de quête ou de prophétie. Et on va y suivre donc un groupe de personnages qui vivent dans un petit village qui va se faire attaquer par des cavaliers sombres, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Il faut savoir que ça a été comparé au Seigneur des Anneaux, je pense, par rapport à la réutilisation des idées de Tolkien qui sont très présentes et qui a été la raison pour laquelle je me suis lancée dans cette saga sans savoir à quel point j'allais trouver ça ennuyeux. J'ai ressenti que dès qu'il y avait un élément important dans l'histoire, c'était complètement survolé. L'auteur ne s'attarde pas sur le sujet. Par contre, dès qu'il y a des informations qui ne servent à rien, ça dure pendant une éternité. Et vraiment, ce que j'ai trouvé hyper dommage, c'est que je trouve que dans l'univers qu'il a créé, il y a vraiment des choses très intéressantes. Après, je vous incite finalement à le lire, pourquoi pas, pour vous faire votre propre avis. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, et si vous avez envie de me convaincre de lire la suite, n'hésitez pas en commentaire. Ensuite, j'ai décidé de lire un conte qui se déroule dans un royaume merveilleux qui est menacé par un monstre. Il s'agit donc de l'Ikabog qui est écrit par J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Cette histoire se déroule au cœur de la Cornucopia qui est un royaume empreint de plaisirs culinaires puisque on y découvre plein de régions qui offrent plein de délices différents. Sauf que derrière ça, il y a un élément sombre puisqu'il y aurait un monstre qui rôderait dans les paysages brumeux
de ce royaume et qui menacerait les villageois. C'est un conte qui va vous faire voyager au cœur des marécages, qui va vous ramener en enfance. C'est un véritable conte pour la jeunesse puisque tous les codes y sont réunis. Ça fait vraiment retomber en enfance et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, il faut qu'on parle d'un sujet très actuel puisque récemment j'ai lu un roman de Dark Academia parce que le livre me tentait énormément, sauf qu'il s'avère qu'il s'agit d'un livre de dark romance et je ne savais pas puisqu'en fait j'aurais pu le savoir si je m'étais un peu plus intéressée au sujet, mais moi j'ai juste lu le résumé et je me suis dit ok, ça a l'air trop bien. Il s'agit donc de Gothicana qui est écrit par Runix aux éditions HarperCollins. Il s'agit donc d'une fantaisie gothique qui se passe en milieu universitaire et on va voir des meurtres, il y a un côté paranormal, c'est vraiment la Dark Academia par excellence, sauf que on est aussi sur une dark romance et je ne suis pas du tout consommatrice de ce genre de livre. D'ailleurs, je ne savais pas du tout que c'était de la dark romance, je pensais juste que c'était un univers de Dark Academia, ça m'a beaucoup surprise. Donc faites attention à ce niveau-là, il y a énormément d'avertissements parce qu'il y a des scènes très explicites et choquantes à l'intérieur. Mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi je me suis jetée sur ce roman puisque on est dans un monde où on nous explique que Verenmore n'est pas une université comme les autres. Elle a vraiment ce côté un peu château de Poudlard qui est un petit peu caché et on a ce côté un peu brumeux, on a une forêt interdite, des voix étranges qui circulent dans les couloirs. C'est vraiment ce côté sombre, obscur et magique qui m'a tiré énormément. Sauf que là où je suis complètement sortie de ma zone de confort, c'est lorsque Corvina, qui est l'héroïne de cette histoire, va rencontrer son professeur de littérature qui est Vad et qui va la mettre littéralement dans tous ses états. Si vous voulez connaître mon avis sur ce livre, je dirais que le point positif, c'est l'atmosphère. Parce que l'atmosphère, elle est géniale. On a ce côté château mystérieux avec des légendes, des fantômes vengeurs, des disparitions, des rituels sur une université. Et ça, c'est vraiment excellent. L'intrigue est très addictive, c'est mystérieux, on a envie de connaître la suite. Le gros point fort, c'est bien entendu l'ambiance et aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'esprit de Corvina, on n'arrive pas toujours à savoir si elle devient folle, si elle a des hallucinations. Il y a ce côté un peu trouble mentaux qui est abordé et qui fait que parfois nous-mêmes en tant que lecteurs, on ne sait pas si ce qu'on entrevoit à travers son regard est réel ou pas. Et récemment, j'ai lu le tome 2 d'une saga jeunesse fantastique que j'aime énormément puisqu'il s'agit donc de La Bête et Bethany qui est écrit par Jack Magid Phillips et Isabelle Folaps aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous avais parlé du tome 1, donc ça m'a été envoyé par la maison d'édition et ça a été un coup de cœur. J'ai adoré cette saga fantastique jeunesse puisque on est plongé dans un univers qui rappelle beaucoup celui de Tim Burton. C'est une saga qui mélange de la drôlerie, des frissons et aussi beaucoup d'amitié. C'est vraiment génial, en plus les illustrations sont magnifiques. C'est comique, en même temps c'est drôle mais à la fois sombre. Et c'est une histoire dans laquelle on va y suivre Ebenezer qui est un personnage qui vit depuis plus de 511 ans puisqu'il héberge dans son grenier une créature qu'il nourrit en échange d'un élixir de jouvence qui lui permet de conserver sa jeunesse jusqu'au jour où cette monstrueuse créature va lui demander un enfant et c'est là que va rentrer en scène Bethany qui est une jeune fille, une orpheline qui est incroyable à suivre parce qu'elle a son petit caractère et c'est très agréable. Ce qui nous amène au tout dernier livre de cette update lecture et il était grand temps parce que là il fait nuit, j'ai été obligée de rallumer la lumière donc je suis désolée pour les reflets etc. Donc au final je vais terminer avec un shoujo incontournable qui est ressorti dans une édition anniversaire et il s'agit donc de Sailor Moon qui est donc écrit par Naoko Takeuchi aux éditions Pika. Dans cette histoire, on y suit Usagi qui est une jeune fille qui va rencontrer un chat avec un croissant de lune sur le front qui va lui apprendre qu'elle serait donc une guerrière justicière et elle va se métamorphoser. Accompagnée donc d'autres justicières, elles vont affronter le mal sans répit et essayer de retrouver donc le cristal d'argent qui leur permettrait de sauver la princesse de la lune.
Sailor Moon, c'est un manga que j'avais déjà lu, mais j'avais très envie de le découvrir dans cette édition parce que j'avais entendu dire qu'elle était magnifique et les dessins sont plus grands, plus jolis, plus lumineux. Donc je vais vous montrer ça parce que c'est magnifique. Donc voilà au niveau des dessins, donc il y a beaucoup de détails, il y a de la couleur. C'est vraiment une très belle édition et en fait les dessins de Sailor Moon sont très détaillés. Donc c'est très romantique, très mignon. J'adore, franchement l'édition est incroyable. Ce qui nous amène à la fin de cette update lecture. J'ai été extrêmement contente de partager tous ces livres avec vous comme d'habitude. Et vous, je veux savoir ce que vous avez lu. Dites-moi en commentaire ou si jamais il y a certains livres dont j'ai parlé que vous avez déjà lus, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.